Les trajectoires migratoires influencent à plusieurs égards la vulnérabilité des personnes qui arrivent. D'abord, c'est important de distinguer entre les différents statuts. Donc, une personne qui arrive comme immigrante qualifiée indépendante, qui a fait un projet d'immigration, va avoir des trajectoires qui lui sont spécifiques. Je vais me centrer sur les trajectoires plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes réfugiées, les personnes qui arrivent demandeurs d'asile ou sans statut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes réfugiées ou qui arrivent demandeurs d'asile ou sans statut, quand elles nous arrivent, être réfugiées, ce n'est pas par choix. Donc, elles ont vécu des situations parfois de violence extrême ou de persécution qui les amènent ici. Donc, il faut penser à un vécu pré-migratoire qui a été potentiellement traumatique pour la personne, en tout cas qui a provoqué plusieurs pertes pour la personne. Arrivant ici, il y a des pertes de statut socio-économique, statut social, isolement, méconnaissance du fonctionnement du système du pays d'accueil, en plus du fait que le statut d'être réfugié ou le statut d'être un demandeur d'asile est en soi un statut qui est extrêmement fragilisant pour la personne qui arrive ici et qui peut l'exposer finalement à toutes sortes d'abus, que ce soit un travail illégal, que ce soit payer la personne au noir pour travailler, lui donner des conditions de travail qui sont inacceptables pour sa santé mentale et physique, et toutes sortes d'autres formes d'exploitation puisque la personne est dans une situation qui est vulnérable. Donc c'est très important de garder en tête l'impact des trajectoires, particulièrement des trajectoires qui ont été difficiles ou marquées par la violence, et cet impact-là sur la capacité de la personne à résister aux facteurs d'agression dans la société d'accueil. Il y a aussi des facteurs ici qui influencent énormément les personnes. Toutes les expériences d'exclusion, de discrimination, d'exploitation économique sont également des facteurs qu'il faut prendre en compte. Donc ne pas uniquement se concentrer sur les trajectoires pré-migratoires, c'est-à-dire avant que les personnes arrivent au Canada, mais surtout aussi se concentrer sur les conditions d'accueil, donc les conditions dans lesquelles les personnes qui arrivent vivent ici au pays et qui peuvent énormément influencer leur vulnérabilité à subir des actes de violence ou d'agression ou carrément des actes criminels. Parmi les populations migrantes au Québec, il y a certaines qui sont définitivement davantage vulnérables à subir des actes criminels ou des agressions. D'abord, les personnes qui ont un statut migratoire précaire. De par leur statut, mais aussi de par toutes les autres variables sociales, économiques qui sont associées à ce statut-là, les mettent en position de vulnérabilité parce qu'elles les mettent en position de dépendance par rapport à autrui, parce que certaines personnes peuvent ne pas être au courant ou en tout cas ne pas bien connaître leurs droits au sein de la société québécoise. Je peux donner comme exemple plusieurs femmes qui peuvent arriver dans le cadre d'un mariage parrainé, qui ne parlent ni français ni anglais, sont isolées, n'ont pas de réseau social, peuvent être davantage vulnérables à des formes d'actes criminels ou encore, on va dire par exemple, à des formes de violence conjugale dans des contextes très précis. Plusieurs d'entre elles ne connaissent pas leurs droits à l'intérieur du parrainage et aussi à l'extérieur en tant qu'individus vivant au Québec. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas accès à la connaissance de leurs droits, les personnes qui ne connaissent pas très bien non plus le système, que ce soit le système légal, leur recours en termes du système légal, en termes de recours, en termes de besoins psychosociaux, le système de santé, le système de services sociaux, etc. Ce sont toutes des personnes qui sont en position de vulnérabilité par rapport au fait de subir un acte criminel ou d'agression. Et évidemment, la précarité économique peut rendre les personnes davantage susceptibles à être exploitées par des actes criminels qui peuvent ne pas impliquer la violence, donc on va dire plutôt qu'ils peuvent impliquer des sortes de commerce illégal ou des actes illicites ou illégaux, donc considérés comme étant criminels. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte quand on va travailler en intervention auprès d'une personne qui a été victime d'un acte criminel ou qui a été impliquée d'un acte criminel, bien sûr une personne immigrante ou réfugiée. La première chose, c'est ce qu'on appelle la défense de droit, c'est-à-dire l'intervenant doit être certain
que la personne connaît ses droits. Particulièrement lorsqu'on a une personne nouvellement arrivante ou encore une personne qui ne parle pas français ou anglais ou une personne qui a été isolée socialement, donc une personne qui est là depuis longtemps mais qui a peu de contact avec la société d'accueil. Connaître les droits est fondamental et je vous dirais particulièrement, on le voit dans les situations de violence conjugale extrême où la personne a été très socialement isolée, ne connaît pas ses droits et parfois a été surtout mésinformée au niveau de ses droits et recours dans le cadre d'une relation de violence ou de contrôle. Donc c'est essentiel de s'assurer qu'il n'y a pas mésinformation, de donner les bonnes informations, travailler à aider la personne à connaître quels sont ses recours, mais aussi à l'accompagner à travers sa démarche de recherche d'aide, donc ne pas penser que la personne est capable toute seule finalement de faire cette démarche, parce que le travail avec différentes institutions, que ce soit du légal jusqu'au service social, peut être perçu comme étant marqué de plusieurs embûches pour les personnes. Et là, j'amène l'idée, quand je parle d'embûches, de la question d'équité. Il y a un problème d'équité d'accès aux soins, et particulièrement pour les personnes qui ont un statut précaire. L'accès aux soins est marqué par plusieurs embûches systémiques. Donc les organisations de services sociaux communautaires et de services juridiques doivent se pencher sur les obstacles systémiques de l'accès à l'aide pour ces personnes. Et donc, garder en tête l'importance de l'accompagnement, l'information au niveau des droits, l'équité, et je dirais finalement le quatrième aspect, travailler au niveau de l'intervenant à améliorer la sensibilité culturelle de l'intervenant. Donc il y a des aspects qui sont propres, on va dire, à la structure culturelle de la personne. J'amène à nouveau l'idée de la violence conjugale et c'est important de prendre en compte les conséquences finalement de toutes sortes de démarches. La personne doit faire des démarches pour faire reconnaître ses droits, mais à l'intérieur de ces démarches-là, la personne fait reconnaître ses droits, adresse l'acte criminel, mais cela peut également avoir d'autres types de conséquences sur d'autres sphères de sa vie. Et ces conséquences-là sont étroitement liées au positionnement économique, social et culturel de la personne dans notre société québécoise. Et ce sont des facteurs qui doivent être pris en compte pour assurer une intervention qui va rendre justice à la personne qui a été impliquée ou victime dans un acte criminel. Il y a plusieurs barrières qui peuvent empêcher ou poser obstacle à la demande d'aide pour les personnes immigrantes, réfugiées ou demandeurs d'asile. La première barrière qui est principale, c'est, on en a parlé, c'est la méconnaissance des droits, donc les recours. La personne ne connaît pas finalement où demander de l'aide, comment, à qui, tout simplement. Deuxièmement, on les connaît très bien, les barrières linguistiques, en termes d'entrer en contact pour demander de l'aide et bien formuler ses besoins et l'expérience qu'elle a vécue. Il y a aussi des barrières systémiques, c'est-à-dire des critères d'accès à certains programmes qui bloquent l'accès à ces formes d'aide-là pour les personnes. D'autres barrières peuvent être davantage des barrières sociales ou communautaires, donc la question de la honte, la question de la stigmatisation, si on admet par exemple qu'on a été victime d'un certain acte criminel, les barrières économiques, les peurs de perdre les conditions économiques dans lesquelles on vit. Je reviens sur l'exemple de violence conjugale, le fait de devoir quitter la maison par exemple suite à une situation de violence conjugale, peut décourager la personne lorsqu'elle se rend compte que son statut économique va changer, qu'elle va devoir se trouver un nouveau logement, qu'elle ne connaît pas comment. Donc, c'est des aspects, je parle d'aspects très concrets, mais il faut comprendre que ces aspects concrets-là sont très forts, sont très présents et peuvent causer des barrières importantes à la personne pour aller chercher de l'aide. Donc, lorsqu'on a été victime d'un acte criminel et qu'on arrive au Québec, où on est arrivé depuis quelques mois ou quelques années, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Je dirais la première chose, c'est de s'assurer qu'on a une personne, ne serait-ce qu'une personne dans notre entourage à qui on peut faire confiance, qui est une personne légitime pour nous.
à qui on peut se confier et qui pourrait agir comme médiateur entre notre situation, nos craintes et le système, les différents niveaux d'intervention, et que cette personne-là pourrait finalement nous ouvrir la voie pour aller chercher de l'aide. Deuxièmement, c'est de s'informer sur les réseaux d'aide. Il y a beaucoup de réseaux d'aide et de soutien. Et je pense que le rôle de ces réseaux d'aide et de soutien, c'est de se diffuser auprès des différents membres de communautés. Il y a différents organismes qui travaillent auprès des personnes réfugiées et immigrantes ayant vécu un acte criminel ou subi un acte criminel ou non. Donc ça, c'est très bien d'aller s'informer, et c'est souvent d'autres personnes qui font partie de la communauté ou de l'entourage de cette personne-là, qui connaissent un peu plus la société d'accueil, qui peuvent servir comme communicateurs, c'est-à-dire comme courroie de transmission à la personne qui a été victimisée des différentes ressources qui lui sont disponibles. Chercher de l'aide et bien s'informer de ses droits, ses responsabilités, mais surtout ses droits, pour s'assurer que s'il y a eu une mésinformation, que cette mésinformation est défaite et que la personne est réellement consciente de ses recours et qu'est-ce que chaque recours implique pour elle. Trouver cette personne légitime qui peut communiquer avec les intervenants est très important, et je vous dirais connaître ses droits, mais surtout aussi s'assurer que vos besoins sont respectés, que vous êtes impliqué comme un acteur proactif, comme un expert finalement de votre propre situation dans la planification et dans la négociation de l'intervention. Tout ce qu'on veut éviter comme intervenant et pour les personnes qui ont été victimisées, c'est de se retrouver dans des positions de subordination à l'autorité ou au pouvoir de l'intervenant. Donc, s'encourager à devenir partenaire actif du plan d'intervention et reprendre du pouvoir et de l'agentivité sur sa vie, c'est fondamental pour pouvoir planifier une bonne sortie, entre guillemets, de la situation de victimisation. Étant donné qu'un acte criminel implique à plusieurs conséquences à différents niveaux dans la vie de la personne, donc des conséquences individuelles, familiales, communautaires, économiques, sociales, etc., je crois qu'on est rendu à un endroit dans nos interventions au Québec vraiment à privilégier un arrimage et une concertation interdisciplinaire et intersectorielle. On ne peut plus travailler en silo. Il faut véritablement créer un partenariat entre différents intervenants, entre différentes institutions. Bon, le partenariat entre différentes institutions se fait au niveau institutionnel, mais dans notre pratique d'intervenants quotidienne, on peut ouvrir des portes, on peut ouvrir des courroies de communication directe avec nos partenaires d'autres domaines d'intervention, et on peut créer une sorte de concertation. C'est un conseil d'intervenants, mais c'est aussi un conseil de la recherche. Les recherches qu'on fait, par exemple, à l'équipe Sherpa, au CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal, démontrent que lorsqu'il y a des interventions qui sont faites en concertation, non seulement la situation de l'individu ou de la famille s'améliore plus rapidement, et la personne, donc nos clients, expriment davantage de satisfaction, mais les intervenants également expriment davantage de satisfaction et aussi un plus grand sentiment de compétence. Donc, les conséquences positives ou les gains qui résultent de la concertation est beaucoup plus grande que les progrès minimes ou individuels qui peuvent être faits quand on travaille en silo. Maintenant, bien sûr, il faut établir les conditions idéales pour une concertation qui soit efficace, on va dire, et positive pour tout. Et ces conditions idéales-là, c'est de pouvoir créer des dynamiques de travail en équipe où on se sent en confiance, c'est-à-dire qu'on peut exprimer en confiance nos désaccords. On peut donc discuter des différentes options qui sont disponibles pour la personne ou la famille auprès de qui on intervient, et aussi de respecter l'autonomie et les compétences et les expertises propres à chacun des partenaires. Donc une réelle concertation est une concertation où on a une autonomie d'action chacun dans notre secteur, mais où le fait qu'il
Il y a des enjeux qui se situent de manière intersectionnelle pour la personne, donc intersectorielle. Ce sont ces facteurs-là sur lesquels on peut agir et on peut travailler en équipe.